Bonjour à tous, je m'appelle Éric Thierry, je suis président de la Société historique de Haute-Picardie, une association qui a son siège aux archives départementales de l'Aisne. Alors, on a l'habitude d'organiser chaque mois une conférence qui est ouverte à tous, aux membres et aux non-membres. Alors malheureusement, en ce moment, à cause de l'épidémie du Covid-19 et sans doute pour plusieurs mois, eh bien nous ne pouvons plus le faire. Alors, on a décidé de faire des conférences virtuelles et je vais essayer de faire la première désormais. Et alors, j'ai choisi d'évoquer la figure du père Marquette, natif de Lan, et célèbre personnage aux États-Unis. Alors, cette conférence, elle se fera en deux parties. D'abord, je vais vous raconter la vie du père Marquette et ensuite, j'évoquerai la mémoire du père Marquette à Lan. À tout de suite. Alors le père Marquette, c'est un véritable héros aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est très célèbre. Le père Marquette, il a découvert avec le Québécois Louis Joliet en 1673 le Mississippi. Et donc aux États-Unis, il y a de très nombreux livres, même des livres pour la jeunesse, qui lui sont consacrés. Aux États-Unis, il y a aussi une ville qui porte son nom, la ville de Marquette, qui se trouve dans le Michigan et qui a été fondée en 1850. Aux États-Unis, dans l'État du Wisconsin, et en particulier dans la ville de Milwaukee, il y a même une université qui porte le nom de Marquette. Cette université a été créée en 1880. Donc le père Marquette est très connu aux États-Unis. En revanche, il est très peu connu à Lan. Et à Lan, alors qu'il est né à Lan en 1637, au sein d'une famille de notables, la ville de Lan a mis beaucoup de temps, a beaucoup hésité avant de célébrer le père Marquette. Et c'est seulement en 1937 qu'un monument a été érigé en sa mémoire à Lan. Donc le paradoxe est quand même assez curieux. Je vais essayer de l'expliquer. Donc tout d'abord en vous racontant la vie du père Marquette, puis ensuite dans une deuxième partie, donc j'évoquerai les aléas de la mémoire du père Marquette à Lan. Alors le père Marquette, il est né à Lan le 1er juin 1637. Alors son acte de naissance n'a pas été retrouvé parce que les registres paroissiaux de Lan sont lacunaires. Mais le lieu et la date de naissance du père Marquette sont connus grâce aux archives des jésuites, aux archives de la Compagnie de Jésus, qui sont conservées à Rome. Alors, on sait que le père Marquette est issu d'une très ancienne famille de notables de Lan. Son ancêtre le plus lointain qui est connu s'appelait Jacques Marquette. Et en 1357, eh bien, ce Jacques Marquette était échevin de Lan, c'est-à-dire conseiller municipal. Le père de notre Jacques Marquette s'appelait Nicolas Marquette et il était conseiller en l'élection de Lan. Donc c'était un officier du roi et c'était un officier de finance. Donc il s'occupait de la perception des impôts royaux, en particulier donc de la taille et des aides. On connaît également un oncle paternel de notre Jacques Marquette. Alors il s'agit d'Antoine Marquette, qui était procureur du roi au bailliage du Vermandois à Lan en 1615 lors de son mariage. Et ce que vous voyez là, c'est justement son acte de mariage qui, lui, a été conservé dans les registres paroissiaux de Lan. Alors, l'oncle paternel de notre Jacques Marquette était officier de justice. Et son père et son oncle paternel étaient les enfants de Michel Marquette, qui était lui-même receveur des consignations et garde du sceau du bailliage du Vermandois à Lan. Donc, vous voyez, son grand-père paternel était lui aussi un officier du roi. Et
c'est le père. Alors, on connaît donc assez bien la famille paternelle du père Marquette, mais on connaît aussi sa famille maternelle. La mère de notre Jacques Marquette s'appelait Rose de La Salle et elle était la seconde épouse de Nicolas Marquette. Nicolas Marquette n'a pas eu d'enfant de sa première épouse qui est morte peu de temps après son mariage, vers 1630. Alors, Rose de La Salle était la fille d'Eustache de La Salle et de Catherine Charpentier. Et vous avez là un portrait d'Eustache de La Salle, donc du grand-père maternel de notre Jacques Marquette, un portrait qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Reims. Eustache de La Salle était conseiller au présidial de Reims, donc c'était un officier de justice, et il a été aussi lieutenant des habitants de Reims de 1607 à 1609, c'est-à-dire qu'il a été maire de Reims. Donc vous voyez, que ce soit du côté de sa mère ou du côté de son père, Jacques Marquette était issu de famille d'officiers du roi. Alors Jacques était le fils aîné de Nicolas Marquette et de Rose de La Salle. C'était le troisième de 6 enfants qui ont atteint l'âge adulte. Alors on connaît les frères et les sœurs de Jacques. Donc il y avait Marie, née en 1621, Françoise, née en 1627, Louis, surnommé le Catalan, qui est né vers 1640, Jean-Bertrand, qui est né vers 1648, et le dernier, c'est Michel. Alors, où habitait-il à Laon? Quel était l'emplacement de la maison familiale? Alors ça, malheureusement, on ne le sait pas, mais toujours est-il que ce n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel Marquette, entre la rue Châtelaine et la rue des Cordeliers, puisque cet hôtel Marquette a appartenu à une autre branche de la famille Marquette, aux Marquette de la Tombelle. Ce n'était pas la famille de notre père Marquette à nous. C'était une autre branche de la famille Marquette. Alors, on sait que Rose de La Salle, la mère de notre Jacques Marquette, était une femme très pieuse, elle-même issue d'une famille très pieuse. Elle avait une sœur religieuse, elle avait 3 frères qui étaient des ecclésiastiques, et le père de Rose de La Salle, Eustache de La Salle, dont vous avez le portrait ici, était lui-même un homme très pieux. Il a écrit un livre qui s'appelle Les soirées spirituelles de l'âme dévote. Et son père, à cet Eustache de La Salle, qui s'appelait Lancelot de La Salle, était lui-même un excellent catholique, particulièrement charitable. On sait qu'il a scolarisé à ses frais de nombreux pauvres dans des écoles de Reims. Et d'ailleurs, l'arrière-petit-fils de Lancelot de La Salle, donc un proche parent de notre père Marquette, c'est le célèbre Saint Jean-Baptiste de La Salle, qui a été le fondateur de l'Institut des frères des écoles chrétiennes en 1684. D'ailleurs, une des sœurs de Jacques Marquette, Françoise, a été fondatrice à Laon en 1685 de la congrégation des sœurs des écoles chrétiennes, qui sont devenues plus tard les sœurs Marquette ou les filles de la Providence. Et pendant toute sa vie, elle est restée célibataire, et durant toute sa vie, s'est montrée particulièrement charitable, en particulier en faveur des jeunes filles pauvres de Laon et des environs, et elle s'est occupée de leur instruction. Donc on voit très bien que notre Jacques Marquette a grandi dans un climat très particulier, celui de la réforme catholique, qui était triomphante alors, en ce début du XVIIe siècle. Alors peut-être que Jacques Marquette a fréquenté le collège de Laon, qui existait depuis 1578, mais plus sûrement il a fréquenté le collège des Jésuites à Reims. Alors ce collège des Jésuites, les bâtiments existent encore aujourd'hui, ils viennent d'être magnifiquement restaurés. Le collège des Jésuites à Reims a été fondé par Henri IV en 1606 et il a ouvert 2 ans plus tard, donc en 1608. Jacques Marquette est très probablement entré comme élève dans ce collège des Jésuites de Reims en octobre 1646, donc à l'âge de 9 ans. Il y a fait toutes ses études secondaires, alors c'est-à-dire il a fait 5 années de grammaire,
c'est 7e, 6e, 5e, 4e et 3e, une année d'humanité, une année de rhétorique et une année de logique, c'est-à-dire de philosophie. Donc il a fait le cursus complet qui était en vigueur dans les collèges des jésuites. Alors il a commencé par des années de grammaire, hein, donc 5 années de grammaire. Alors la première année avec des élèves très jeunes était consacrée à la grammaire française. La grammaire latine était enseignée à partir de la 5e, et c'est ensuite seulement qu'est enseignée la grammaire grecque. Alors dans ce collège des jésuites à Reims, eh bien c'est là que la vocation de missionnaire du père Marquette est apparue. Très vite, son modèle est devenu le jésuite Saint François Xavier, qui avait été missionnaire à Ceylan, à Malacca, aux Moluques et au Japon, qui est mort en 1552. À l'intérieur du collège des jésuites à Reims, il y a d'ailleurs, et on peut encore les voir aujourd'hui, toute une série de tableaux sur la vie de Saint François Xavier, des tableaux qui ont été peints par un peintre rémois assez réputé qui s'appelle Jean Hélard. Et ces tableaux, en particulier, vous en voyez quelques-uns ici, ils sont exposés dans le réfectoire du collège des jésuites, donc de Reims. Et dans la bibliothèque du collège des jésuites, une bibliothèque qui a conservé ces très belles boiseries, eh bien, le futur père Marquette a sans doute lu les relations des jésuites de la Nouvelle-France qui ont été publiées à partir de 1632. Et très probablement, le futur père Jacques Marquette a pu lire la relation de 1649, celle qui a été publiée, qui a été écrite par le père Ragueneau. Alors, un ouvrage assez célèbre parce que c'est dans cet ouvrage qu'on trouve le récit des martyrs, du père Jean de Brébeuf et du père Gabriel Lallemand qui ont été torturés à mort par les Iroquois en 1649. Et au collège des jésuites de Reims, on sait que en 6e, notre futur père Jacques Marquette a eu comme professeur le frère Thierry Pechefeur. Et ce frère Thierry Pechefeur, qui va aller vivre plus tard en Nouvelle-France, en particulier à Québec, il avait été très très impressionné par la lecture de la relation de 1649. Donc on peut parfaitement penser qu'il en a parlé, avec émotion à ses élèves, et c'est sans doute un souvenir qui a beaucoup marqué notre futur père Marquette. Alors, le 7 octobre 1654, eh bien, Jacques Marquette, qui avait alors 17 ans, est entré au noviciat des Jésuites à Nancy. Le noviciat chez les Jésuites durait 2 ans. Alors, son objectif, ce n'était pas les études à proprement parler, c'était le développement du sens de l'abnégation et des vertus. Alors, le novice, eh bien, il devait se consacrer à des lectures édifiantes, aux récitations des litanies, du rosaire, à des prières, à des pratiques de pénitence et de dévotion. Et puis il était aussi obligé d'accomplir, ça c'est Ignace de Loyola, le fondateur de la compagnie des Jésuites, qui l'avait demandé, il était obligé d'accomplir ce qui s'appelait des expériments. Alors par exemple, c'était faire un pèlerinage à pied et en mendiant, soigner des malades dans des hôpitaux et instruire des enfants dans des villages environnants. Voilà. Alors ça, ces expériments, eh bien, Jacques Marquette les a faits. Et durant l'automne 1656, eh bien, Jacques Marquette a prononcé des vœux temporaires d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Alors, il n'est pas devenu pour autant jésuite à part entière. Et pour devenir un vrai jésuite, encore devait-il faire l'expérience de l'enseignement. Les jésuites sont des enseignants et ça c'est quelque chose de très important pour eux. En effet, apprendre à diriger
des âmes d'enfants, des enfants qui sont confiés à leurs soins, ben, c'est aussi apprendre à attirer les hommes au service et à l'amour de Dieu. Et donc, sa première expérience d'enseignant, Jacques Marquette l'a faite durant l'année scolaire 1656-1657 au collège des Jésuites d'Auxerre, où il a été chargé d'enseigner la grammaire latine dans une classe de 5e. Donc, oui, il a commencé par les élèves les plus jeunes. Alors, la pédagogie qui était pratiquée par le père Marquette, c'était celle des collèges des jésuites, elle-même héritée de la pédagogie en vigueur dans les collèges parisiens au XVIe siècle. Les jésuites, très tôt, mettaient en contact les élèves avec les grands auteurs de l'Antiquité, avec Cicéron, avec Virgile. Et alors, les jésuites privilégiaient ce qui s'appelait la prélection, c'est-à-dire l'explication de texte qui était faite par le professeur en interrogeant les élèves. Et ensuite, les élèves devaient faire des exercices, alors des versions, des thèmes ou des dissertations, et puis même aussi des joutes oratoires entre élèves qu'on appelait les disputes. Donc très tôt, les élèves apprenaient à imiter les bons auteurs et à respecter les règles suivies par ces bons auteurs. Durant l'automne 1657, donc après son année scolaire passée au collège d'Auxerre, le Jacques Marquette a pu entrer à l'université des Jésuites de Pont-à-Mousson afin d'y étudier la philosophie. Alors une partie des bâtiments de cette université jésuite de Pont-à-Mousson existe encore. Vous avez ici une photographie récente. Et d'ailleurs, dans cette partie de l'ancienne université jésuite de Pont-à-Mousson, eh bien, a été créé un lycée aujourd'hui, c'est justement le lycée Jacques Marquette qui existe donc à Pont-à-Mousson. Alors, le père Jacques Marquette a étudié à l'université de Pont-à-Mousson pendant 2 ans, donc de 1657 à 1659. Mais bon, les études de théologie, ça ne lui plaisait pas beaucoup. Ce qu'il voulait être, c'est être missionnaire. Et pendant l'année scolaire 1658-1659, Jacques Marquette a envoyé une lettre au général des Jésuites pour lui faire part de sa volonté, de son désir ardent de partir comme missionnaire aux Indes orientales. Et la réponse du général des Jésuites n'a pas tardé. Il lui a demandé de terminer ses études de théologie avant de songer à partir en mission. Alors, le père Marquette est redevenu enseignant après ses 2 années d'études à l'université de Pont-à-Mousson. Il a continué sa formation. Et pendant les années scolaires 1659 et 1660, et puis aussi pendant l'année scolaire 1660 et 1661, eh bien, Jacques Marquette est revenu au collège de jésuites de Reims, mais cette fois-ci comme professeur de la classe de 4e. Et pendant les 2 années scolaires suivantes, de 1661 à 1663, eh bien, Jacques Marquette a été professeur de 3e au collège des Jésuites de Charleville-Mézières. Bon, sa formation s'est poursuivie, puisque pendant l'année scolaire 1663 à 1664, eh bien, il a été professeur de rhétorique au collège des Jésuites de Langres. Donc ça, c'était la classe de seconde. Et de 1664, pendant l'année scolaire 1664-1665, eh bien, Jacques Marquette a été professeur d'humanité, donc la classe de première, au collège des jésuites de Pont-à-Mousson. Alors, ce collège des jésuites de Pont-à-Mousson, il faisait partie de l'université jésuite de Pont-à-Mousson, où le père Marquette avait déjà été étudiant pendant 2 ans. Alors là, il ne tient plus en place, le père Marquette, il s'impatiente beaucoup, et le 19 mars 1665, il a envoyé une nouvelle lettre au général des Jésuites pour lui demander l'autorisation de partir en mission. Alors, où, il ne précise pas, quelque part dans le monde. Jacques Marquette
il dit dans sa lettre qu'il éprouve peu de goût pour les sciences spéculatives et qui n'y est pas tellement porté, je cite, par nature et par tempérament. Hein, donc, il demande au général des Jésuites d'être dispensé de terminer ses études théologiques. Alors, il a de la chance parce que à ce moment-là, la situation aux Nouvelle-France, au Canada, a beaucoup évolué. Les Iroquois font parler d'eux, donc ils ont déjà presque exterminé à notre peuple amérindien, les Hurons, donc dans la région des Grands Lacs, et ils font des raids, ces Iroquois font des raids fréquents dans la vallée du Saint-Laurent, et en particulier, ils s'attaquent à la toute jeune ville de Montréal. Alors, Louis XIV ne tarde pas à réagir et en 1663, il a transformé ce qu'on appelle la Nouvelle-France en une colonie royale, donc administrée par le roi. Et en 1665, Louis XIV a fait envoyer à Québec un régiment, le régiment de Carignan-Salière, chargé de vaincre les Iroquois. Donc, on a besoin d'hommes de bonne volonté en Nouvelle-France, on a besoin de soldats, mais on a aussi besoin de missionnaires. Et donc, le 29 décembre 1665, dans une lettre au provincial de France, le général des Jésuites dit que la mission du Canada a besoin d'ouvriers et la lettre précise, vous pouvez y envoyer le père Marquette, il me l'a assez demandé. Donc, le 7 mars 1666, le père Marquette est ordonné prêtre dans la cathédrale de Toul. Et il prend la route de La Rochelle pour y embarquer. Et juste avant de quitter le port de La Rochelle, le 31 mai 1666, il envoie une lettre au général des Jésuites et il écrit ceci: « Des pirates anglais et barbaresques courent les mers, mais quoi qu'il arrive, soit en Afrique, soit en Angleterre, soit dans les déserts de la Nouvelle-France, je montrerai que je suis un vrai fils de la Société de Jésus, c'est-à-dire de la compagnie de Jésus, de la compagnie des Jésuites. » Alors, on ne connaît pas les détails de la traversée de l'Atlantique par le père Marquette, mais on sait qu'il est arrivé le 20 septembre 1666 dans la ville de Québec. Alors, Québec, bien sûr, ne ressemble pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Un château Frontenac que vous avez ici, c'est un hôtel qui date du 19e siècle. Le père Marquette, lui, il est allé loger dans le collège des Jésuites, alors un bâtiment qui a été détruit en 1875, mais qui avait été construit en 1647 et qui se trouvait à l'emplacement de l'actuel hôtel de ville, donc dans la ville haute de Québec. Alors ce collège des Jésuites à Québec, il a été construit comme tous les collèges des Jésuites en France. Il est formé de 4 ailes, qui se coupent à angle droit et qui entourent une cour intérieure. Alors, le père Marquette n'est pas resté très longtemps au collège des Jésuites à Québec, juste le temps de se reconstituer ses forces après la traversée de l'Atlantique. La priorité, pour lui, c'est d'apprendre les langues, les langues amérindiennes. Et donc, le 10 octobre 1666, il a été envoyé à Trois-Rivières, donc entre Québec et Montréal, pour y apprendre les langues amérindiennes sous la direction d'un vieux jésuite, le père Gabriel Druyette. Alors ce père Gabriel Druyette, à l'époque, il avait déjà 56 ans, il était missionnaire au Canada depuis 13 ans, et c'était un spécialiste des hivers passés avec les chasseurs amérindiens. Il avait vécu longtemps avec les Abénaquis, avec les Algonquins,
et avec les Montagnais. Alors, sous la conduite du père Gabriel du Truyette, eh bien, le père Marquette a vécu lui aussi avec les Amérindiens de la région de Trois-Rivières. Et cette vie lui a plu puisque le 4 août 1667, dans une lettre à son directeur spirituel en France, qui était le recteur du collège des Jésuites de Dijon, le père Marquette a écrit ceci: « Depuis que je suis en ce pays, je n'y ai point encore senti aucun dégoût, ni la première pensée de souhaiter la France. Vous savez que je n'avais point de mémoire quand j'y étais, et néanmoins, je ne trouve aucune difficulté dans les langues qui n'ont aucun rapport avec les nôtres. » C'est vrai que le père Marquette, il a montré très vite beaucoup de dons pour apprendre les langues amérindiennes. C'est pas une tâche facile, hein. Le montagnais, l'algonquin et l'abénakis, ce sont des langues qui appartiennent à la famille linguistique algonquienne. Ce sont des langues très complexes parce que tous les vocables ils sont pas répartis entre le genre masculin et le genre féminin, ils sont répartis entre le genre animé et le genre inanimé. Alors le genre animé, c'est par exemple un homme, mais également une pomme, et le genre inanimé, c'est une pierre. Et par exemple, et le seul élément du discours, en fait, c'est le verbe. Tous les mots, que ce soit les noms, les adjectifs, les adverbes, les prépositions, sont en fait des verbes conjugués. En plus de ça, il n'y a pas de termes abstraits et universels, hein, du style la communion des saints, par exemple. Ça, c'est très difficilement traduisible dans les langues amérindiennes. Bon, il faut bien connaître les langues amérindiennes pour pénétrer les univers religieux des Amérindiens. Les Amérindiens sont des animistes, donc pour eux, toute chose vivante est animée par un esprit. Donc le recours à la magie est très important pour se concilier les esprits. Donc c'est tout ça que le père Marquette est obligé d'apprendre, mais il a un très bon professeur en la personne du père Druyette, qui est un jésuite très expérimenté. Alors, pendant cette formation, eh bien, le père Marquette est amené à célébrer son premier baptême, et ce baptême, c'est pas forcément son premier, enfin, du moins c'est le premier pour lequel on a conservé des traces. Il le célèbre à Boucherville, au nord de Montréal. Et sur un registre paroissial de Boucherville, sur le premier registre, on peut voir justement ces quelques lignes écrites par le père Marquette. Alors ce baptême, il l'a célébré le 20 mai 1648. C'est le premier baptême célébré à Boucherville. Et c'est l'enfant qui a été baptisé, c'est une petite fille, une petite amérindienne, qui est prénommée Marie. Alors, en août 1668, le père Marquette a pris la direction de la région des Grands Lacs, et il est allé fonder la mission de Sainte-Marie-du-Sault. Alors, Sainte-Marie-du-Sault, aujourd'hui, c'est une ville qui est à cheval sur la frontière entre les États-Unis et le Canada. Et la mission de Sainte-Marie du Sault, elle se trouve entre le lac Supérieur et le lac Huron. Donc, elle se trouve dans un endroit qui est très fréquenté par les Amérindiens. Alors, il y a un village Ojibwa là, mais il y a aussi beaucoup d'Algonquins qui se rassemblent là pour pêcher. Et cette mission de Sainte-Marie du Sault, eh bien, les jésuites espèrent en faire le centre de toutes les missions dans l'Ouest. Le père Marquette s'installe à Sainte-Marie-du-Sault avec un autre jésuite, le frère Louis Bouhème, et deux serviteurs laïcs, et donc ensemble, ils construisent une maison et une chapelle qu'ils entourent d'une palissade. Et donc, ils y passent tout l'hiver 1668-1669, et durant l'été 1669, eh bien, arrive dans cette mission de Sainte-Marie-du-Sault le père Claude Dablon, nommé supérieur pour toutes les missions de l'Ouest. Alors, le père Marquette reçoit l'ordre de partir et d'aller rejoindre la mission de la Pointe du Saint-Esprit, donc qui se trouve dans la baie
de Chekamécon, ici au bord du lac supérieur. C'est une mission qui a été fondée 4 ans plus tôt. Alors là, le père Marquette, il vit avec des Amérindiens qu'on appelle les Outaouais, mais aussi des Hurons qui ont fui les attaques Iroquois. Et dans cette mission de la Pointe du Saint-Esprit, le père Marquette rencontre aussi pour la première fois des Illinois. Alors des Illinois qui vont lui faire quand même une très bonne impression. Mais bon, malgré tout, les conversions au christianisme sont rares. De plus, les Hurons sont entrés en guerre contre les Sioux et ces Hurons sont obligés de fuir la baie, la mission de la Pointe du Saint-Esprit vers le lac Michigan, et le père Marquette les suit. Et donc le père Marquette et ses ouailles vont s'installer dans un autre endroit. C'est la mission de Saint-Ignace, qui se trouve aujourd'hui dans le Michigan, donc sur le détroit de Mackinac. Alors, le père Marquette y reste quelque temps, mais on sait que le 2 juillet 1671, eh bien, le père Marquette est de retour à Sault Sainte-Marie, à Sainte-Marie-du-Sault, puisque c'est là qu'il a prononcé ses vœux solennels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance qu'il avait déjà prononcés à l'issue de son noviciat, eh bien, il les avait prononcés à titre temporaire. Là, il prononce ses vœux solennels, ses vœux définitifs. La cérémonie se déroule dans la chapelle de la mission de Sainte-Marie-du-Sault, à l'issue d'une messe qui est célébrée par un vieil ami du père Marquette, le père Gabriel Druyette, son formateur en langue amérindienne. Alors le père Marquette, à ce moment-là, il est chargé de retourner dans la mission de Saint-Ignace, sur le détroit de Mackinac, et puis il essaye là bien de convertir les Hurons qui se sont réfugiés là. Et on a conservé dans la mission de Saint-Ignace, donc sur le détroit de Mackinac, on a conservé le calice et la patène que le père Marquette utilisait. Le 8 décembre 1672 arrive dans la mission de Saint-Ignace le Québécois Louis Joliet. Alors Louis Joliet, c'est un Québécois, il est né en 1645 à Québec, c'est le fils d'un charron, mais sa mère s'appelle Marie d'Abancourt, et sa mère était née à Soissons, vers 1619. Alors ce Louis Joliet, il est chargé par l'intendant Jean Talon, avec l'accord du gouverneur Louis de Buade, comte de Frontenac, de descendre le Mississippi et de découvrir la mer dans laquelle le Mississippi se jette. Alors cette mer est-elle l'océan Pacifique? Cette mer permettra-t-elle d'atteindre la Chine? C'est la grande question qu'on se pose. Alors l'existence du Mississippi, elle est déjà pressentie. On sait qu'il y a une grande rivière. Cette grande rivière, elle est évoquée par les Amérindiens des Grands Lacs devant les Jésuites à plusieurs reprises. Les Jésuites en parlent, en particulier dans leur relation de 1667, et cette grande rivière est prénommée Mississippi. Mississippi, en fait, c'est un terme ojibwa qui signifie le grand fleuve. Alors, pour découvrir cette mer dans laquelle se jettent ces grandes rivières, eh bien, les autorités de Québec, que ce soit l'intendant Jean Talon ou le gouverneur Frontenac, n'ont pas accordé d'aide financière à Louis Joliet. Les caisses de l'État sont pas très remplies, et donc Louis Joliet a dû se débrouiller, et le 1er octobre 1672 à Québec, il a formé une société commerciale avec 7 associés, et donc il a l'intention de récupérer l'argent engagé dans l'expédition grâce à la traite des fourrures.
Alors, Louis Joliet amène au père Marquette une lettre écrite par Claude Dablon, qui est le supérieur des jésuites de la Nouvelle-France. Et Claude Dablon donne l'ordre au père Marquette de se joindre à l'expédition de Louis Joliet vers ce qui est appelé la mer du Sud. Alors, le père Marquette est choisi parce qu'il connaît très bien les langues amérindiennes de la région. C'est un expert dans ce domaine, donc il pourra être très utile à Louis Joliet. Alors Louis Joliet et le père Marquette préparent très soigneusement leur expédition pendant l'hiver 1672-1673. Ils interrogent des Amérindiens qui sont présents à la mission de Saint-Ignace et ils ébauchent même une carte du Mississippi. Vers la mi-mai 1673, ils sont prêts, l'expédition peut partir et Louis Joliet, accompagné par le père Marquette, s'en va. Alors, ils ne sont pas tous les deux, ils sont aussi accompagnés par cinq hommes. Alors, 5 hommes qu'on ne peut pas encore aujourd'hui identifier avec certitude. Donc, les membres de l'expédition sont 7, ils embarquent dans 2 canots. Alors, ils ont des provisions, ils ont du maïs, ils ont de la viande fumée, et puis ils ont l'intention de pêcher et de chasser sur le trajet pour compléter l'ordinaire. Alors, quelle est la route suivie? Alors, d'abord, ils longent le lac, donc ils partent de Saint-Ignace, ils longent la rive nord du lac Michigan. Ensuite, ils s'engagent dans ce qu'on appelle la baie verte, Green Bay, et il longe ensuite la rivière au Renard, et il l'emprunte jusqu'à un village d'Indiens Mascoutans, dans lequel ils sont très bien reçus. Alors, pendant tout ce trajet, le père Marquette, bien, il prend des notes, il décrit le relief de la région, il décrit la faune, la flore, il examine même les eaux minérales qu'il peut recueillir, il cueille des plantes médicinales. Et alors, ce village des Mascoutins, c'est la limite des territoires connus par les Européens. Pour aller au-delà, Joliet et Marquette ont besoin de guides. Alors, leurs guides vont être 2 Indiens Miami. Et ces 2 Indiens vont les faire passer par la rivière Wisconsin. Et donc, alors bon, les guides indiens ne restent pas très longtemps avec eux parce qu'ils ont peur. La région du Mississippi a une très très mauvaise réputation. On dit qu'il y a des nations amérindiennes particulièrement féroces et des monstres qui n'hésitent pas à dévorer les voyageurs. Donc, les Joliet et Marquette et leurs compagnons se retrouvent vite abandonnés par leur guide amérindien. Mais bon, le 17 juin 1673, ils arrivent quand même à la confluence du Wisconsin et du Mississippi. Donc, c'est le 17 juin 1673 que Joliet et Marquette peuvent voir pour la première fois le Mississippi. Alors, ce qui les frappe, c'est l'abondance des bisons. Et ils descendent le Mississippi, et ils finissent par arriver dans un village d'Indiens illinois. Alors là, ils sont très bien, village de Peoria, ils sont très bien reçus par le chef du village, donc le 25 juin 1673. Le chef du village a les pommes tournées vers le soleil et il dit que le soleil est beau, Français, quand tu viens nous visiter. Tout notre bourg t'attend et tu entreras en paix dans toutes nos cabanes. Et un enfant et un calumet sont offerts par le chef à Joliet afin de conclure l'alliance entre les Illinois et les Français. Et alors le père Marquette est assez enthousiaste et il est d'autant plus enthousiaste qu'il peut prier devant les Illinois dans leur langue. En effet, il a avec lui un livre de prière en illinois qui lui a été donné par le père Claude Alloué, donc vers 1668. Alors les titres des prières sont en français ou en latin, mais
des prières sont en langue illinoise. Alors, les Joliet et Marquet continuent à descendre le Mississippi. Donc, ils arrivent au confluent du Mississippi et du Missouri. Et là, pas très loin, sur les falaises d'Alton, donc aujourd'hui dans l'Illinois, au nord de l'actuelle ville de Saint-Louis, eh bien, ils ont la surprise de voir sur une des falaises le Piazza Bird, donc l'oiseau qui dévore les hommes ou l'oiseau de l'esprit malveillant. Alors, il s'agit en fait d'une peinture murale qui est très ancienne, puisqu'elle date très probablement de environ de 1200 après Jésus-Christ. Alors, elle a été bien sûr reconstituée plus tard. Alors ça, cette peinture a terrifié les voyageurs amérindiens qui s'aventuraient dans cette région. L'expédition continue à descendre le Mississippi et il passe par le confluent du Mississippi et de l'Ohio. Il passe par le confluent de l'Arkansas et du Mississippi, et pas très loin de là, eh bien, ils arrivent dans un village des Indiens, Arkansas. Alors là, le père Marquette et Joliet ont la possibilité de s'entretenir avec le chef des Indiens Arkansas. L'entretien est rendu possible par la présence avec les Français d'un jeune homme, d'un jeune Amérindien qui parle l'illinois. Donc, parmi les Indiens Arkansas, il y a un jeune qui connaît l'illinois, et comme les Français se débrouillent un peu en illinois, eh bien, la communication est tout à fait facile. Et les Indiens Arkansas racontent que la mer dans laquelle se jette le Mississippi, elle peut être atteinte rapidement, en 10 jours, peut-être même en 5 si les Français se dépêchent. Mais il y a un gros problème, c'est que là, il y a des Indiens qui sont armés de fusils et qui les empêcheront de passer. Alors bon, l'expédition de Joliet et de Marquette a déjà parcouru à peu près 1600 kilomètres. Les hommes sont fatigués. Bon, arrivés là, chez les Arkansas, Marquette et Joliet savent que le Mississippi, il se jette pas dans le Pacifique. Le Mississippi, il se jette dans le golfe du Mexique. Hein, c'est logique, puisque depuis déjà plusieurs jours, ils peuvent constater que le Mississippi est orienté nord-sud. Donc, il peut pas arriver dans le golfe il peut pas arriver dans le Pacifique. Il arrive obligatoirement dans le golfe du Mexique. Alors bon, la distance entre le village des Arkansas et l'embouchure de Mississippi est quand même très sous-évaluée par Marquette et Joliet. Hein. Donc les Marquette et Joliet sont persuadés qu'ils sont tout près de l'embouchure du Mississippi. En réalité, c'est pas le cas parce qu'il restera encore à peu près plus de 1000 km à parcourir. Toujours est-il que les Français sont fatigués et le 17 juillet 1673, eh bien, ils décident de faire demi-tour. Alors, pour rentrer dans la région des Grands Lacs, ils décident de choisir une route beaucoup plus courte. Eh bien, ils décident de remonter la rivière des Illinois, ce qui va leur permettre d'arriver directement au lac Michigan. Donc, il passe par ce qui deviendra plus tard la ville de Chicago. Et finalement, à la mi-octobre 1673, eh bien, les Français sont de retour dans la Green Bay. Et là, le père Marquette et Joliet vont passer l'hiver 1673-1674, donc dans la mission jésuite, la mission Saint-François Xavier. Alors, pendant l'hiver 1673-1674, le père Marquette réalise une carte de son périple et il rédige aussi le récit des aventures qu'il vient de vivre. Alors bon, le père Louis Joliet, lui, il quitte très vite Saint-François-Xavier et lui, il va passer la plus grande partie de l'hiver à Sainte-Marie-du-Sault.
Et en mai 1674, Louis Joliet a pris la route de Québec, mais il n'a pas eu de chance parce que dans les rapides de la Chine, donc en amont de Montréal, sur le Saint-Laurent, eh bien, il a fait naufrage et il a perdu la carte et le récit détaillé qu'il avait lui-même fait de son périple avec le père Marquette. Donc ça, c'est important parce que finalement, l'expédition de Joliet et de Marquette, elle n'est connue que grâce au récit et à la carte du père Marquette. Ce sont les seuls témoignages qui sont conservés. La carte et le récit de Louis Joliet ayant été perdus lors de son naufrage dans les rapides de la Chine. Alors en octobre 1674, le père Marquette est parti de la mission de Saint François Xavier. Il a l'intention de retourner dans le territoire des Édinois afin d'évangéliser ces Édinois. Il part avec deux Français, deux laïcs. Bon, le père Marquette à ce moment-là est affaibli parce qu'il vient d'avoir la fièvre typhoïde. Bon, en plus, le temps n'est pas bon, il fait froid, le père Marquette fait une rechute et ils sont obligés de s'arrêter le 14 décembre 1674, et ils sont obligés de s'arrêter dans la région de Chicago. Et finalement, c'est là que le père Marquette et ses deux compagnons passent l'hiver 1674-1675. Alors, lorsque le printemps commence à revenir, le 30 mars 1675, le père Marquette et ses deux compagnons reprennent leur route vers le territoire des Illinois. Alors, ils arrivent chez les Illinois le 8 avril 1675. Alors bon, c'est à ce moment-là, c'est la semaine sainte, et le jeudi 11 avril 1675, le père Marquette a le plaisir de prêcher en plein air devant 500 chefs et vieillards qui sont assis en cercle autour de lui, et derrière eux, eh bien, il y a 1500 jeunes guerriers. Donc c'est un grand moment dans la vie du père Marquette, mais malheureusement, sa santé se détériore vite. Il pense que ces derniers jours sont arrivés. Il ne veut pas mourir chez les Illinois. Il aimerait mourir en terre chrétienne dans la mission de Saint Ignace. Et donc, avec ses compagnons, ils repartent en direction de la Green Bay. Mais le 18 mai 1675, à l'emplacement de l'actuelle ville de Ludington, dans le Michigan, en pleine forêt, près de l'embouchure d'une rivière qui va s'appeler la rivière Marquette, eh bien, le père Marquette est décédé. Alors, il a été enterré sur place, et aujourd'hui, encore, à l'emplacement de sa première tombe, eh bien, il y a ce monument que vous voyez là. Alors, 2 ans plus tard, au printemps 1677, des Amérindiens qui avaient connu le père Marquette dans la mission de la Pointe Saint-Esprit, sont passés par là. Ils ont déterré les restes du père Marquette, ils les ont mis dans une caisse en écorce de bouleau, et ils ont ramené les restes du père Marquette dans la mission de Saint-Ignace. Et le père Marquette a été inhumé dans la chapelle de Saint-Ignace le 9 juin 1677. Alors cette mission de Saint-Ignace a dû être abandonnée par les jésuites en 1706. Bon, ils l'ont incendiée avant de partir, et finalement les restes du père Marquette ont été abandonnés là. Ils n'ont été redécouverts qu'en 1877 par un colon irlandais, et l'évêque de Marquette, à ce moment-là, a décidé de transférer les restes du père Marquette dans la ville de Marquette, et ce transfert, eh bien, ça a été le début d'une longue série d'hommages qui ont été rendus au père Marquette par les Américains. Alors, ce sont les Américains qui vont lancer le mouvement, et les habitants de l'An, ils vont suivre, mais avec beaucoup de retard. Voilà, ça, je vous raconterai la suite dans la deuxième partie de cette conférence virtuelle. Merci.